Mélissa. Bonjour. Donc, c'est vraiment notre plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Et surtout, tu es ancienne étudiante de télécom. Oui. Comment on peut expliquer pourquoi des industriels comme Thales ou des services d'État comme ANSSI s'intéressent beaucoup à la cryptographie post-quantique? Or, les machines quantiques, on n'a pas encore vu. Les ordinateurs quantiques n'existent pas, mais ils pourraient menacer les systèmes dès aujourd'hui à cause des attaques rétroactives. Puisque si jamais nos données sont enregistrées ou on puisse y avoir accès pour une raison ou une autre, si dans quelques années, je ne sais pas, dans 10, 20, 30 ans, un ordinateur quantique existait, on pourrait retrouver rétroactivement ce qui s'est dit aujourd'hui. Et ça dépend des cas. Il y a des cas où on n'a pas, c'est pas très intéressant de sécuriser pour dans 30 ans, mais il y a des cas très importants de sécurité, de haut niveau de sécurité nécessaire, par exemple pour les services de l'État, où on a envie que les données restent confidentielles pendant plus de 30 ans. Et dans ce cas-là, comme on n'a pas de certitude qu'un ordinateur n'arrivera jamais, on est obligé de se protéger en avance. Concernant ta mission à l'ANSSI, et tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc la mission à l'ANSSI, alors c'était aussi une très belle expérience parce que c'est un milieu un petit peu exceptionnel avec des chercheurs très pointus dans leur domaine et le tout avec des applications intéressantes comme sécuriser les systèmes de l'État et faire de l'analyse de sécurité sur des choses que l'on n'aura pas l'occasion de voir beaucoup. Donc voilà, j'ai fait de la recherche et ensuite j'avais des missions parallèles où c'était soit aider à la sécurisation de systèmes très sécurisés en amont, donc en regardant sur papier les algorithmes qui ont prévu d'être mis, soit en aval en regardant des produits qui existent déjà et en essayant de voir si on peut les valider le fait qu'ils sont à l'état de l'art ou pas. Donc voilà, j'ai eu plein de missions différentes. Et après, il y avait aussi une mission de formation et d'enseignement qui m'a quand même bien plu. Et concernant cryptographie post-quantique, tu peux partager un peu l'avis de l'ANSSI? Quand je suis arrivée à l'ANSSI, le domaine n'était pas tellement encore très développé. Du coup, c'était ma mission. Donc, j'ai fait beaucoup de présentations en interne et en externe. J'ai publié donc bien sûr avec l'aide du laboratoire de cryptographie et de la sous-division de manière générale pour publier des avis scientifiques sur qu'est-ce qu'un ordinateur quantique, quelle est la menace et qu'est-ce que l'on recommande, et notamment le principe d'hybridation qui est de combiner de la cryptographie actuelle, donc la cryptographie qui n'est pas sûre contre les ordinateurs quantiques, avec de la cryptographie post-quantique. C'est une nouvelle cryptographie, mais qui peut avoir des failles puisqu'elle est nouvelle. Et en cryptographie, on n'aime pas trop les algorithmes très nouveaux, parce que ça veut dire que pas beaucoup de monde ne l'ont étudié. Donc, l'idée, c'était de combiner les deux. Et c'est ça que j'ai essayé de promouvoir dans la position un petit peu de l'ANSSI, avec ensuite, après, on a suivi un petit peu l'actualité. L'ANSSI ça recommande de s'orienter vers une solution d'hybridation. Oui. Tandis que les autres pays, comme aux États-Unis, en Australie, ils recommandent plutôt une solution post-quantique. Comment vous pouvez expliquer la différence et est-ce que ça peut poser des problèmes pour la communication du futur si chacun des pays qui utilise une autre différent type de protocole? La cryptographie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un côté négociation internationale qu'il faut, surtout si on travaille dans des services de l'État, et du coup, on se heurte à des divergences d'avis avec les autres pays. Donc, c'est à la fois très intéressant, très stimulant et un petit peu frustrant parce que on est souvent convaincu de notre point de vue. Et donc, on a travaillé donc avec les homologues, les cryptologues qui ont le même poste que moi dans les pays européens, donc Allemagne, Suède, Espagne, etc. On s'est mis ensemble, on a essayé de s'accorder déjà entre nous. Et une fois qu'on était d'accord, d'essayer de peser un petit peu contre l'avis des Américains qui n'est pas incompatible. L'idée des Américains, c'est de quand même faire confiance à la cryptographie post-quantique et de ne pas rajouter de sécurité supplémentaire. Et donc finalement, on a un petit peu réussi dans le sens où ils ont fini par dire que ça ne les dérangeait pas qu'on mette cette double sécurité. Et qu'ils ne verraient pas d'inconvénient à acheter des produits qui auraient ça. Donc finalement, les industriels, s'ils veulent vendre leurs produits en Europe
et aux États-Unis. Enfin, s'ils ne veulent pas se fermer un marché, ils sont obligés de faire de l'hybridation. Et donc finalement, c'est pas incompatible et on a cette solution. Et je perds pas espoir que l'avis américain revienne sur des positions un peu plus frileuses sur la sécurité. On ne sait pas. Il y a un risque qu'on suive les normes sélectionnées par NIST, c'est l'organisme américain. Est-ce que, d'après toi, l'Europe et la France doivent également envisager des normes particulières? Ouais, c'est une bonne question. Et puis, c'est un problème difficile de savoir quelle est notre place en termes de rayonnement international sur la standardisation d'algorithmes cryptographiques. Jusqu'à présent, ça a toujours été le NIST, donc un organisme de standardisation américain, qui a lancé ces campagnes pour choisir des algorithmes de cryptographie. Et c'est vrai qu'en France, il y a quelques initiatives, mais il n'y a pas eu d'alternative. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas forcément, puisque c'est vrai que le NIST a ce rayonnement qui nous permet on peut aussi bénéficier de ce rayonnement. Et la campagne de standardisation est assez saine finalement, puisque ce sont des cryptologues du monde entier qui soumettent des algorithmes. Donc d'ailleurs, les gagnants des campagnes précédentes, ça a été des Belges, les équipes pour l'AES et pour SHA-3. Donc, le fait que ce soit du monde entier, ça stimule un petit peu la communauté internationale. Et donc, les campagnes de cryptanalyse sont très intéressantes. Il se passe beaucoup de choses. C'est un monde en effervescence. Et donc ça, c'est vrai que le domaine de la crypto, je ne peux que recommander à des étudiants de venir dans ce domaine, parce que c'est vrai que c'est très technique, mais quand on est dedans, c'est très stimulant, parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui arrivent et de contre-mesures. Et puis après, on s'amuse à faire des challenges entre nous. Donc, il y a des challenges d'attaques. Enfin, c'est très stimulant. Merci beaucoup, Mélissa. Et donc, tu es toujours bienvenue chez Télécom pour partager avec les étudiantes de Télécom. Et on espère que te revoir bientôt. Merci beaucoup.